Parfois, encore aujourd'hui, quand l'odeur du café flotte trop près de moi, une bouffée de nausée me prend. C'est idiot, je sais. Des mois que ma vie a basculé, que le Nuit Blanche n'est plus qu'un lointain souvenir poussiéreux, et pourtant, certaines sensations restent collées, tenaces. Je suis assise là, dans cette opulence qui est devenue mon quotidien, un verre de chardonnay à la main, un rituel bizarre que j'ai adopté pour me donner une contenance, et je regarde la mer grise déchaînée du haut de cette falaise de Saint-Cloud. Le domaine Fournier est immense, intimidant, et je me dis, Sophie, comment en es-tu arrivée là? La vérité, c'est ce que ça a commencé avec un ring. Pas une alarme, pas un cri. Juste la sonnerie stridente et un peu désuète d'un téléphone fixe, là, dans ce restaurant agonisant à 3 heures du matin. J'étais épuisé. Mes yeux piquaient sous le néon clignotant du Nuit Blanche sur le vieux port de Marseille. Ce putain de néon qui bourdonnait comme une mouche en fin de vie. Un bruit de fond incessant qui faisait vibrer mes nerfs. Je n'avais aucune idée que j'allais décrocher la ligne directe vers la guerre la plus sanglante que le monde souterrain marseillais ait connue depuis des décennies. Aucune idée que le gémissement terrifié à l'autre bout appartenait à l'héritier perdu de la famille Fournier. Et absolument aucune idée que l'homme qui allait défoncer ma porte au matin ne serait pas la police. Ce serait lui, Julien Fournier. Un homme qui ne négociait pas, ne pardonnait pas, et très certainement ne tombait pas amoureux. Le temps s'étire étrangement ici. Chaque seconde semble plus longue qu'une heure au diner. Les minutes de solitude sont rares, mais quand elles arrivent, les pensées m'assaillent. Mon père, Maurice, je me revois enfant, ses mains fortes, son rire, avant que l'alcool ne prenne le dessus, avant que ma mère ne tombe malade, avant qu'il ne s'en aille. Il disait toujours, ne fais jamais confiance à un conte de fées, ma puce. La réalité est toujours plus amère. À l'époque, je croyais qu'il parlait des histoires pour enfants. Maintenant, je me rends compte qu'il parlait de la vie, du mien, du nôtre. Peut-être que le domaine est un conte de fées, mais l'amertume, elle, ne m'a jamais vraiment quitté. Je me demande s'il pense à moi, s'il regrette même un tout petit peu. J'en doute. J'étais en train de passer ma serpillière pour la 10e fois cette nuit-là. Mon poignet me lançait. À 23 ans, je paraissais plus vieille, mes yeux creusés par les doubles shifts et le poids écrasant des factures médicales de ma mère. Je ne vivais pas, je survivais. Je tenais à peine la tête hors de l'eau dans cette ville qui te faisait payer pour respirer. Il était 3h14 du matin. Brigitte va me tuer si je ne refais pas le stock de sucre, me marmonnai-je, jetant le torchon dans un seau d'eau grise. Et puis le téléphone a sonné. C'était le vieux téléphone à cadran, gras, fixé au mur derrière la caisse. Personne n'appelait le Nuit Blanche à 3 heures du matin, à moins d'être ivre ou d'essayer de commander une pizza chez le traiteur qui avait fermé 5 ans plus tôt, un peu plus loin. J'ai soupiré, ramenant une mèche de cheveux bruns derrière mon oreille. J'ai décroché. Le Nuit Blanche, la cuisine est fermée, mais on a du café si vous êtes désespéré. Silence. Allô? Ai-je demandé, ma patience s'amenuisant. Écoutez, si c'est encore Mathieu qui essaie de me faire une blague, je vais dire à Brigitte de vous bannir pour de bon. Au secours! La voix était petite, infime, un murmure si fragile qu'il a failli se dissoudre dans le crépitement de la ligne. J'ai figé, ma prise se resserrant sur le combiné en plastique. « Qui est-ce? Ai-je demandé, ma voix tombant à un chuchotement. « Je ne sais pas où je suis, a tremblé la voix. Ça sonnait comme un enfant, un petit garçon, peut-être 7 ou 8 ans. Ils ont pris le téléphone, mais j'en ai trouvé un dans la boîte sous le bureau. Mon cœur s'est emballé contre mes côtes. J'ai jeté un coup d'œil autour du diner vide. Le camionneur ronflait. Le monde extérieur était sombre et indifférent. « D'accord, mon chou, écoute-moi, » ai-je dit, ma formation d'infirmière prenant le dessus. J'ai gardé mon ton uniforme, stable. « Je m'appelle Sophie. Je vais t'aider. Comment t'appelles-tu? »
Pierre, a gémi le garçon. Puis il y a eu une inspiration brusque. Je les entends, les bottes. Ils reviennent. Pierre, écoute-moi, ai-je insisté, attrapant un stylo et écrivant sur une serviette en papier. Tu sais où tu es? Tu peux voir quelque chose? C'est un entrepôt. Je vois une grande enseigne par la fenêtre. Elle clignote en rouge. Elle dit Domino. La raffinerie de sucre Domino, à des kilomètres de là, près des docks de Rouen, abandonnée ou du moins censée l'être. D'accord, Pierre, tu te débrouilles très bien. Tu connais le numéro de téléphone de ton papa ou de ta maman. Mon papa! La voix de Pierre s'est brisée. Il m'a dit de ne jamais l'appeler sur un téléphone normal. Il a dit « Les méchants écoutent ». Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Ce n'était pas juste un gamin perdu. C'était autre chose. « Pierre, il faut que tu te caches », ai-je chuchoté urgemment. « Reste en ligne, mais pose le téléphone et cache-toi. Je vais appeler la police avec mon portable. »« Non !» a hurlé Pierre, un son terrifiant. « Pas la police, papa a dit. La police travaille pour Antoine. Si tu appelles la police, Antoine va me trouver. » J'ai fait une pause, mon pouce planant au-dessus de l'écran de mon portable. La terreur dans la voix du garçon était absolue. Ce n'était pas la peur d'avoir des ennuis. C'était la peur de l'exécution. D'accord, pas de police, ai-je menti, bien que je n'ai eu aucune intention de tenir cette promesse. Je ne pouvais pas gérer ça seul. Pierre, reste avec moi. Parle-moi. Parle-moi de ton papa. Il est effrayant, a chuchoté Pierre. Mais il m'achète de la glace. Il porte des costumes. Tout le monde a peur de lui. Mais j'ai plus peur d'Antoine. Antoine a un tatouage de serpent sur le cou. Soudain, un grand bruit a résonné à travers la ligne téléphonique. Le son d'une lourde porte métallique qui s'ouvrait. « Trouvez, petite vermine !» Une voix rauque a grondé à l'autre bout. « Non, lâchez-moi! Je veux mon papa! » a crié Pierre. Puis la ligne s'est coupée. Je suis resté là, la tonalité d'occupation bourdonnant à mon oreille comme un électrocardiogramme plat. J'ai raccroché brutalement et attrapé mon portable. J'ai composé le 17. « Police secours, quelle est votre urgence? » « Je viens d'avoir un appel, ai-je bégayé, me précipitant à la fenêtre du dîner, fixant la pluie comme si les réponses étaient écrites dans les lumières de la rue. Un enfant, il a été enlevé. Il a dit qu'il était dans un entrepôt avec une enseigne Domino. Il a mentionné un homme nommé Antoine. Madame, calmez-vous. Quelle est votre localisation? Je suis aux Nuits Blanches sur le Vieux-Port, mais l'enfant... Nous allons envoyer une patrouille pour recueillir votre déposition. Vous ne comprenez pas, ai-je crié, mais la frustration montant. Ils l'ont trouvé à l'instant. Vous devez envoyer quelqu'un vers les docks. Vérifiez les vieilles usines. Madame, nous ne pouvons pas prendre d'assaut des entrepôts sur la base d'un canular téléphonique dans un dîner. Nous serons là dans 20 minutes. 20 minutes? Le gamin n'avait pas 20 minutes. J'ai raccroché. J'ai regardé la serviette où j'avais écrit Pierre et Domino. J'ai attrapé mon imperméable. Je ne pouvais pas juste attendre. Je devais faire quelque chose. Mais avant même que je puisse atteindre la porte, des phares m'ont aveuglé. 3 Cadillacs Escalade noire viennent freiner en hurlant juste devant le diner, bloquant toute la rue. Elles n'ont pas fait de parking. Elles ont encerclé. Les portes se sont ouvertes à l'unisson. 6 hommes sont sortis. Ce n'était pas la police. Ils portaient des costumes italiens sur mesure qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un an. Et la façon dont ils se déplaçaient, efficace, prédatrice, criait la violence. Et puis l'homme au centre s'est avancé. Il était grand, plus d'1,95 m, avec des épaules qui remplissaient son trench coat comme une armure. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, lissés en arrière d'un visage incroyablement beau, mais taillé dans le granit. Ses yeux étaient sombres, dépourvus de lumière, balayant le dîner comme un Terminator acquérant une cible. Il s'est dirigé droit vers la porte vitrée. Elle était fermée. Il n'a pas frappé. Il a levé une main gantée, a fait un signe à l'homme à côté de lui
Et une seconde plus tard, le verre a volé en éclats sous le lourd coup de botte d'un garde du corps. Je me suis recroquevillé derrière le comptoir, attrapant la seule arme que j'avais, une cafetière pleine de café bouillant. L'homme au centre a enjambé les débris de verre, le craquement résonnant dans ce silence. Il s'est approché du comptoir, ignorant le camionneur, qui était maintenant réveillé et recroquevillé dans la banquette. Il a posé ses deux mains sur le comptoir en formica et s'est penché. Ses yeux ont rencontré les miens. Il brûlait d'une rage si froide qu'elle donnait l'impression d'une engelure. « Où est-il » a-t-il exigé. Sa voix était grave, une lame de rasoir enveloppée de velours. « Qui » ai-je réussi à articuler, tenant la cafetière comme un bouclier. L'homme a plongé sa main dans son manteau. J'ai tressailli, m'attendant à une arme. Au lieu de cela, il a sorti un smartphone élégant et crypté et l'a claqué sur le comptoir. Il montrait une carte avec un point rouge pulsant. Le point était juste ici, le Nuit Blanche. « Mon fils !» a grogné l'homme, se penchant encore plus près jusqu'à ce que je sente l'odeur de tabac, chair et de pluie. Il a appelé ce numéro il y a 2 minutes. Si vous lui avez fait du mal, si vous travaillez avec Rossi, je démantèlerai ce bâtiment brique par brique avec vous à l'intérieur. J'ai réalisé 2 choses simultanément. Premièrement, le garçon, Pierre, n'avait pas appelé un numéro au hasard. Il avait essayé d'appeler son père, s'était trompé d'un chiffre ou l'appel avait été routé. Deuxièmement, c'était le père. C'était l'homme effrayant. « Je ne travaille avec personne !» ai-je crié, ma peur se transformant en colère défensive. Il m'a appelé. Il était terrifié. Il a dit qu'il était dans un endroit avec une enseigne Domino. L'homme s'est figé. La rage n'a pas quitté ses yeux, mais elle a changé, s'est aiguisée. Domino? Oui, un entrepôt. Il a dit qu'il avait vu une enseigne Domino clignotant en rouge. Puis un homme nommé Antoine l'a trouvé et la ligne a été coupée. L'homme s'est redressé instantanément. Le changement dans son attitude était terrifiant. Il a touché son oreillette. « Marc, rassemble l'équipe. C'est l'ancienne raffinerie de sucre à Rouen. Antoine le retient là-bas. Nous y allons tout de suite. » Il s'est retourné pour partir, son manteau tourbillonnant autour de lui. Mais il s'est arrêté. Il m'a regardé, ses yeux se rétrécissant. Il ne me faisait pas confiance. Dans son monde, il n'y avait pas de coïncidence. Une serveuse au hasard qui répond au téléphone? Peu probable. Il a fait signe à 2 de ses gardes. « Prenez-la » a-t-il commandé froidement. « Quoi » ai-je haleté, reculant. « Non, je vous ai aidé. »« Si vous dites la vérité, vous serez récompensé. » a dit l'homme, me tournant le dos alors qu'il marchait vers la pluie. « Si vous mentez, ou si c'est un piège, vous souhaiterez être morte. Attrapez-la. » Avant que je puisse lancer le café, des mains fortes m'ont saisi les bras, la cafetière s'est brisée sur le sol. J'ai été traîné sur les morceaux de verre, dehors, dans l'averse, et jeté à l'arrière d'un SUV noir. Alors que la voiture filait, j'ai vu les lumières du diner s'estomper. Je n'étais plus juste une serveuse. J'étais une prisonnière de Julien Fournier. L'intérieur du SUV était silencieux comme une tombe et sentait le cuir et l'huile d'armes. J'étais coincé entre 2 montagnes de muscles. Il ne parlait pas. Il clignait à peine des yeux. Sur le siège passager avant, Julien Fournier était au téléphone, parlant rapidement en italien. Je ne parlais pas la langue, mais je comprenais le ton. Une urgence mortelle. Qu'il touche un cheveu de Pierre, je les tue tous. Il a raccroché et a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ses yeux ont rencontré les miens. Pendant une seconde, j'ai vu autre chose que le chef de mafia impitoyable. J'ai vu un père terrifié à l'idée de perdre son enfant, mais le masque est retombé instantanément. « Quel est votre nom » a-t-il demandé, sans se retourner. « Sophie » ai-je dit, ma voix tremblante mais défiante. « Sophie Mercier, et vous ne pouvez pas simplement enlever des gens parce qu'ils ont répondu à un téléphone. »« Je peux faire tout ce que je veux, Sophie Mercier » a répondu Julien d'une voix douce. « Dans cette ville, la loi est une suggestion. Ma volonté est absolue. » « Qui êtes-vous »
ai-je demandé. Il s'est légèrement tourné, son profil illuminé par les lumières de la rue qui défilaient. Je suis l'homme qui va sauver son fils, et vous êtes la pièce rapportée. La voiture a fait une embardée violente, prenant un virage serré vers le bord de mer. Le pont de Normandie se dressait au-dessus, une squelette d'acier dans la brume. « Patron, nous sommes à 2 minutes, » a dit le conducteur. Les éclaireurs signalent 4 gardes au périmètre. Antoine est à l'intérieur. Julien a vérifié un pistolet argenté, faisant glisser le chargeur avec un clic satisfaisant. « Pas de prisonnier ce soir, sauf Antoine. Je veux qu'il soit en vie assez longtemps pour regretter d'être né. » Il m'a regardé. « Restez dans la voiture. Si vous essayez de courir, mes hommes vous tireront dessus. Si vous criez, ils vous tireront dessus. Vous comprenez? » Je suis étudiante en soins infirmiers, ai-je lâché. C'était stupide à dire, mais mon adrénaline montait en flèche. Si le garçon est blessé, je peux aider. Julien a fait une pause. Il a regardé mes mains, toujours tremblantes. Espérons pour votre bien qu'il ne soit pas blessé. Le SUV a freiné brutalement derrière un tas de conteneurs rouillés. La pluie était torrentielle maintenant. Julien a ouvert la porte d'un coup de pied et a disparu dans l'obscurité, suivi de 6 hommes armés. Je suis resté avec un garde, un homme costaud au nez cassé. Il me surveillait comme un faucon. Les minutes se sont écoulées. Elles ont semblé des heures. J'ai tendu l'oreille. J'ai entendu des cris, puis le tac-tac-tac des coups de feu. J'ai tressailli à chaque coup, les larmes me piquant les yeux. Ce pauvre petit Pierre. Soudain, une énorme explosion a secoué le sol. Une boule de feu a éclaté de l'entrepôt devant, brisant les fenêtres. « Patron !» a crié le garde dans la voiture, saisissant sa radio. « Nous avons besoin d'une extraction. Homme à terre. » Répétez, « Homme à terre. » La radio crépitait de chaos. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. « Quelqu'un est blessé ?» ai-je crié au garde. « Taisez-vous! Je vous ai dit que j'étais infirmière. Si quelqu'un se vide de son sang, je peux le sauver. Voulez-vous que votre patron meure? » Le garde a hésité. Il a regardé le bâtiment en feu, puis moi. La loyauté a prévalu sur le protocole. « Sortez !» a-t-il aboyé. « Bougez !» Il m'a traîné vers l'entrepôt. La scène était une zone de guerre. Des corps gisaient sur le béton mouillé. L'air était épais de fumée. Près de l'entrée, sous la lumière vacillante de l'enseigne Domino, Julien Fournier était à genoux. Il n'était pas mort, mais il tenait un petit corps dans ses bras. Pierre. Le garçon était inerte, son visage pâle, du sang imprégnant sa chemise de pyjama. Julien pressait sa main contre le flanc du garçon, son visage un masque d'agonie pure, non falsifié. Le grand parrain de la mafia avait disparu. Seul un père brisé restait. « L'ambulance est à 10 minutes, » a crié l'un des hommes. « Il n'a pas 10 minutes, » a rugi Julien, sa voix rauque. « Il perd trop de sang. » Je me suis libéré de la poigne du garde. J'ai sprinté sur le trottoir mouillé, glissant sur mes genoux à côté de Julien. « Reculez !» a grogné Julien, levant son arme sur moi. « Rangez ça ou il meurt !» ai-je crié en retour, frappant le canon de l'arme. L'audace pure a choqué Julien au silence. J'ai regardé la blessure. Une balle avait effleuré l'abdomen, mais elle avait touché quelque chose d'artériel, ou peut-être juste une veine profonde. Il y avait trop de sang. J'ai besoin de plus de pression, plus fort, ai-je commandé, plaçant mes mains sur celles de Julien sur la petite blessure. Quelqu'un a-t-il une ceinture, un couteau? Je dois faire un garrot pour sa jambe. Il est touché là aussi. Julien m'a regardé fixement. Cette serveuse, cette inconnue, lui donnait des ordres, tout en étant à genoux dans une mare de sang. « Faites-le » a crié Julien à ses hommes. Une ceinture m'a été lancée. J'ai travaillé à la vitesse de l'éclair, ma formation reprenant le dessus. J'ai serré la ceinture autour de la cuisse de Pierre, ralentissant l'hémorragie là-bas. Puis j'ai déchiré mon tablier,
les froisser et les presser profondément dans la plaie abdominale. « Pierre, mon chou, tu m'entends? » ai-je chuchoté, me penchant près de l'oreille du garçon. « C'est Sophie, la dame du téléphone. » Les paupières de Pierre ont papillonné. « Sophie? »« Oui, mon petit, je suis là. Ton papa est là. » Julien a regardé son fils puis moi. Ses mains tremblaient, couvertes du sang de son fils. Il a observé mes mains. Stable, précises, douces. Il est en état de choc, ai-je dit, levant les yeux vers Julien. Mes yeux étaient vifs. On ne peut pas attendre l'ambulance, il faut le déplacer maintenant. Avez-vous un endroit sûr avec du matériel médical? Oui, a dit Julien, sa voix rauque. Mon domaine, il dispose d'un bloc chirurgical complet. Alors conduisez, ai-je ordonné. Je le garderai en vie à l'arrière. Julien a hoché la tête, il a soulevé son fils, le portant sans effort. Il m'a regardé. Pour la première fois, l'obscurité dans ses yeux s'est estompée, remplacée par une lueur de respect intense, déconcertée. « Venez, a-t-il dit. » Nous avons couru vers le SUV alors qu'il s'éloignait de l'entrepôt en feu, laissant les sirènes au loin. Je pressai mes mains contre la blessure du garçon, mon sang se mêlant à la lignée des Fournier. En face de moi, Julien Fournier me regardait. Il ne regardait plus une serveuse. Il regardait la femme qui tenait son monde entier dans ses mains tachées de sang. Mais alors que l'adrénaline s'estompait, j'ai remarqué autre chose. Julien était pâle. Il tenait la poignée de porte si fort que ses phalanges étaient blanches. « Vous êtes blessé, ai-je dit, remarquant une tache sombre s'étendre sur sa chemise blanche juste sous ses côtes. Julien a baissé les yeux comme s'il était surpris de trouver un trou de balle là. « Ce n'est rien, a-t-il grogné. « Ce n'est pas rien, ai-je rétorqué. « Concentrez-vous sur mon fils, a ordonné Julien, sa voix devenant plus faible. « S'il meurt, je meurs. » Sa tête a roulé en arrière contre le siège. J'ai regardé l'enfant qui saignait, puis le père qui saignait. J'étais piégé dans une voiture en excès de vitesse avec 2 gangsters mourants. « Conduisez plus vite !» ai-je crié au conducteur. Les portes en fer forgé du domaine Fournier à Saint-Cloud ne se sont pas contentées de s'ouvrir. Elles se sont écartées comme la gueule d'une bête, nous engloutissant tout entier. Le SUV a dévalé l'allée sinueuse, flanquée de chaînes centenaires qui ressemblaient à des doigts squelettiques dans la tempête. La maison elle-même était une forteresse, un manoir néo-gothique tentaculaire qui se dressait contre le ciel zébré d'éclairs, sombre, imposant et d'un silence absolu. Je n'ai pas eu le temps de m'émerveiller devant l'architecture. Mes mains me crampaient à force d'appliquer une pression sur l'abdomen de Pierre depuis 40 minutes. Le garçon était inconscient, sa peau couleur cendre. « Nous sommes arrivés », a râlé Julien. Il était à peine conscient lui-même. La tache de sang sur sa chemise s'était étendue, transformant le tissu blanc impeccable en une carte cramoisie de sa douleur. Pourtant, il ne s'est pas affalé. Il est resté assis droit, alimenté par une volonté terrifiante qui défiait la physiologie. La voiture s'est arrêtée sous le portique. Les portes ont été arrachées par une équipe en attente. Ce n'étaient pas que des gardes du corps. C'était du personnel médical. 2 hommes en blouse, se déplaçant avec une précision militaire, ont glissé une civière sur le côté de la voiture. « Prenez-le », a commandé Julien, sa voix un grognement mouillé. « Le docteur Duval est prêt. »« Oui, monsieur, le bloc opératoire est prêt, » a répondu l'un des infirmiers, soulevant le petit corps de Pierre sur le brancard. Je suis sorti de la voiture en trébuchant, les jambes engourdies. J'étais couvert de sang, pas le mien. La pluie m'a aussitôt recouverte, se mélangeant au rouge sur mes mains, tourbillonnant en flaques roses sur l'allée en calcaire coûteux. Je les ai regardés emporter Pierre. J'aurais dû fuir. Le portail était ouvert. Les gardes étaient distraits, mais mes pieds ont bougé d'eux-mêmes, suivant la civière. J'étais infirmière. Ce garçon était mon patient. « Vous ?» Une main lourde s'est posée sur mon épaule. C'était Mark, le garde de tout à l'heure. « Le patron dit que vous entrez. Il a besoin de vous. »« Je dois partir, ai-je dit, ma voix tremblante.
J'ai fait ma part. Je l'ai gardé en vie. On ne part pas tant que le patron n'a pas dit de partir, a dit Mark sombrement. Il m'a guidé à travers les immenses portes en acajou. Le hall était époustouflant. Des sols en marbre noir, un lustre en cristal de la taille d'une voiture et des œuvres d'art qui appartenaient au Louvre, mais la traînée de gouttes de sang menant dans le couloir gâchait de l'esthétique. Nous avons fait irruption dans une pièce qui ressemblait à une clinique privée haut de gamme. Des murs blancs stériles, des moniteurs qui bipaient, l'odeur d'antiseptique coupant le parfum de la pluie. Un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux lunettes à monture métallique, le docteur Duval, était déjà en train de couper la chemise de Pierre. La tension artérielle chute. 70/40, a crié une infirmière. Il faut clamper cette artère, a dit le docteur Duval, sa voix calme mais tendue. 2 unités de O négatif en urgence. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, observant. Puis j'ai vu Julien. Le parrain de la mafia avait refusé une civière. Il était appuyé contre le mur, se serrant le flanc, refusant de laisser le second médecin le toucher. Il regardait son fils. « Monsieur, vous avez un poumon perforé », a plaidé le second médecin. Un homme plus jeune nommé Dr. Laurent. « Vous vous noyez dans votre propre sang. Vous devez vous allonger. »« Occupez-vous de mon fils », a grogné Julien, repoussant le médecin avec une force choquante. « S'il meurt, personne dans cette pièce ne sortira vivant. Vous comprenez? » Le personnel médical s'est figé. La peur a monté dans la pièce, menaçant de faire dérailler l'opération. Les mains du docteur Duval ont tremblé légèrement alors qu'il attrapait un scalpel. Je l'ai vu. Ils étaient terrifiés par lui. Et la peur faisait faire des erreurs aux chirurgiens. J'ai marché dans la pièce. « Allongez-vous sur la table, Julien », ai-je ordonné. La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Duval a levé les yeux, stupéfait. Julien a tourné lentement la tête, ses yeux vitreux mais furieux. « Qui a parlé ?»« Moi », ai-je dit, marchant droit vers l'homme le plus dangereux de Marseille. Je lui ai attrapé le bras. « Votre peur gâche l'ambiance ici et ça va tuer votre fils. Le docteur Duval est distrait parce que vous le menacez de mort. Donc, vous avez 2 choix. Vous vous allongez et laissez le docteur Laurent vous réparer, ou vous restez là, vous évanouissez et vous distrayez tout le monde au moment critique. Lequel aide Pierre? » Julien m'a regardé fixement. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'étrangler. L'air crépitait d'électricité. Puis il a exhalé un bruit rauque et humide. « Bien », a-t-il chuchoté. Il m'a laissé le guider vers la seconde table d'opération. Dès qu'il s'est allongé, ses yeux ont roulé en arrière. Il était inconscient. « Intubez-le » a crié le docteur Laurent. Il est en train de s'effondrer. Les 4 heures suivantes, je n'ai pas arrêté. Je n'étais plus juste une serveuse. J'étais infirmière instrumentiste, assistante traumato, une bouée de sauvetage. Je me suis déplacé entre les 2 tables. J'ai tenu des écarteurs pour le docteur Duval pendant qu'il réparait l'artère mésentérique déchirée de Pierre. J'ai géré l'aspiration pour le docteur Laurent pendant qu'il retirait la balle logée dans la cage thoracique de Julien. J'ai travaillé à l'instinct pur, ma formation d'infirmière, se fondant dans un calme étrange. J'ai vu l'intérieur des hommes qui dirigeaient la ville. Sous la peau, ils n'étaient que chair et sang, fragiles. J'ai vu la surprise dans les yeux du docteur Duval, malgré son professionnalisme. Il avait l'air de penser « D'où sort cette fille? Qui est cette jeune femme qui non seulement n'a pas peur, mais qui est capable de tenir tête à Monsieur Fournier et de l'ordonner de se coucher? Et ses gestes, si rapides, si sûrs, elle a ça dans le sang. » Plus tard, il m'a fait d'un léger signe de tête, une reconnaissance silencieuse qui valait 1000 mots. C'était bizarre, presque gratifiant, au milieu de cette folie sanglante. À 7 heures du matin, les moniteurs se sont stabilisés sur un bip régulier et rythmé. « Il est stable, docteur », a annoncé Duval, retirant ses gants ensanglantés. Il m'a regardé, de la sueur perlant sur son front. « Vous avez de bonnes mains, mademoiselle Mercier. »
Je me suis appuyé contre le mur, mes genoux cédant finalement. J'ai glissé au sol, m'asseyant sur les carreaux froids. Sophie Mercier. Eh bien, Sophie Mercier, a dit le docteur Duval, regardant la forme endormie de Julien Fournier. Vous venez de sauver le diable et sa progéniture. J'espère que vous savez ce que cela signifie. Ça signifie que je peux rentrer chez moi, ai-je demandé, fermant les yeux. Le docteur Duval a ri, un son sec, sans humour. Personne ne rentre chez soi après avoir vu l'intérieur du fief des Fourniers. Vous n'êtes pas une invitée, ma chère. Vous êtes une pièce rapportée qui vient de se rendre indispensable. Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Le choc de l'adrénaline m'a frappé comme un train de marchandises et le monde est devenu noir. Je me suis réveillé à l'odeur de lavande et de coton cher. Je n'étais plus sur le sol. J'étais dans un lit qui ressemblait à un nuage. Je me suis assise en haletant, ma main se portant à ma poitrine. La pièce était immense. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur un océan gris et agité. Les murs étaient ornés de papier peint en soie. Un feu crépitait dans la cheminée. C'était une pièce digne d'une reine ou d'une prisonnière de très haute classe. J'ai jeté les couvertures. Je portais un ensemble de pyjamas en soie qui n'était pas le mien. La panique a éclaté. Qui m'avait changé? J'ai couru à la porte. Verrouillé, j'ai frappé le bois. « Allô, laissez-moi sortir. »« Mademoiselle Mercier. » Une voix étouffée est venue de l'autre côté. « Monsieur Fournier vous demande pour le petit déjeuner. »« Je ne veux pas de petit déjeuner. Je veux rentrer à Marseille. » Le verrou a cliqué. La porte s'est ouverte. Se tenait là une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un uniforme d'intendante noir et sévère. Son visage était aimable mais ferme. « Je suis Brigitte. J'ai préparé un bain pour vous et des vêtements propres. Le patron n'aime pas être fait attendre. »« Pierre va bien? » ai-je demandé, la colère momentanément remplacée par l'inquiétude. « Monsieur Pierre est réveillé. Il demande la dame du téléphone, » a dit Brigitte avec un petit sourire triste. « Vous avez fait forte impression. » J'ai pris une douche rapidement, lavant le sang séché de mes cheveux. Je me suis habillé avec les vêtements disposés pour moi, un pull en cachemire simple, mais clairement de designer, et un jean qui me allait parfaitement. Trop parfaitement. Il connaissait de ma taille, c'était dérangeant. J'ai été conduite par un grand escalier, à travers des couloirs bordés de portraits d'hommes renfrognés qui ressemblaient tous à Julien. Nous sommes entrés dans une véranda à l'arrière de la maison. Les murs vitrés offraient une vue panoramique sur les falaises. Julien Fournier était assis à la tête d'une longue table en verre. Il portait un col roulé noir qui dissimulait ses bandages, bien qu'il se déplaçât raidement. Il lisait un journal, un vrai, en papier, et sirotait un expresso. Il a levé les yeux en me voyant entrer. La violence de la nuit précédente avait disparu, remplacée par une civilité terrifiante et polie. « Asseyez-vous, a-t-il dit, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Je ne me suis pas assise. J'ai serré le dossier de la chaise. « Je veux rentrer chez moi, monsieur Fournier. J'ai un service aux nuits blanches à midi. »« Vous ne travaillez plus aux nuits blanches, » a dit Julien calmement, tournant une page. « J'ai acheté le bâtiment ce matin. Je l'ai fermé. » J'ai été sidéré. « Vous quoi? Pourquoi? » « Parce que c'était un risque de sécurité et parce que vous avez un nouveau travail. » Il a glissé un dossier cartonné sur la table. « Je ne veux pas de travail, » ai-je claqué. « Je veux ma vie d'avant. »« Votre vie? » Julien m'a regardé, ses yeux sombres forant les miens. « Regardons votre vie, Sophie. Vous avez 23 ans. Vous avez 30 000 € de dettes dues au traitement contre le cancer de votre mère. Vous êtes à 2 semestres de rater vos études d'infirmière parce que vous ne pouvez pas payer les frais de scolarité. Vous vivez dans un studio avec une serrure cassée dans un quartier où le taux de criminalité a augmenté de 40%. J'ai eu froid. Il avait tout fouillé. C'est de ma vie, ai-je dit sur la défensive, et c'est à moi de la gâcher. Plus maintenant, a dit Julien. Vous avez sauvé mon fils.
Cela me met en dette envers vous, et les fourniers paient toujours leurs dettes. Il a tapé sur le dossier. Ouvrez-le. J'ai hésité puis j'ai ouvert le dossier. C'était un contrat d'infirmière privée. Le salaire était astronomique, plus en un mois que ce que je gagnais en 2 ans. Vous vivrez ici, a expliqué Julien. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Vous serez l'infirmière privée de Pierre pendant sa convalescence. Vous vous occuperez de ses blessures, surveillerez ses signes vitaux et veillerez à son confort. En échange, je rembourserai les dettes médicales de votre mère. Je paierai vos frais de scolarité et vous serez en sécurité. En sécurité de quoi? Ai-je demandé. La seule personne dont j'ai peur, c'est vous. Julien s'est levé lentement, grimaçant légèrement alors que ses pointes de suture tiraient. Il a contourné la table jusqu'à se tenir à quelques centimètres de moi. Il me dominait, irradiant chaleur et puissance. Vous avez répondu à un appel destiné à un homme mort, a dit Julien, sa voix tombant à un chuchotement. Rossi sait que quelqu'un a aidé Pierre à s'échapper. Il sait que c'était une femme. Si vous retournez à Marseille, vous serez morte dans les 24 heures. Ils vous tortureront pour savoir où je suis. J'ai dégluti difficilement. Donc, je suis une prisonnière. Vous êtes une invitée sous ma protection, a corrigé Julien avec un salaire très généreux. Et si je dis non? Il avait raison. Je ne pouvais pas dire non, pas avec la dette qui pesait sur moi, pas avec la menace d'Antoine Rossi. Puis-je voir Pierre? Ai-je demandé doucement. L'expression de Julien s'est adoucie. Juste une fraction. Il est dans l'aile est. Il refuse de manger son gruau tant qu'il ne vous a pas vu. Je me suis retourné pour partir, mais Julien m'a attrapé le poignet. Sa prise était chaude, rugueuse. « Sophie », a-t-il dit. C'était la première fois qu'il utilisait mon prénom sans ricaner. « Ne me faites pas regretter de vous avoir fait confiance. La trahison est le seul péché que je ne pardonne pas. J'ai sauvé sa vie, ai-je dit, retirant ma main. Ce n'était pas de moi que vous devez vous inquiéter. » Je suis sorti, le cœur battant. J'ai trouvé Pierre dans une pièce remplie de jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Il était calé dans son lit, l'air petit et fragile contre les oreillers. « Sophie !» Son visage s'est illuminé quand il m'a vu. « Hé, petit courageux !» J'ai souri, toute ma peur s'estompe en m'asseyant sur le bord de son lit. « J'ai entendu dire que tu donnais du fil à retordre à Brigitte pour le gruau. Ça a le goût de papier mouillé, s'est plaint Pierre. Tu peux me faire des pancakes. Papa dit que tu étais serveuse. » J'ai ri. Je pense que je peux gérer des pancakes, mais seulement si tu vérifies tes bandages d'abord. Pendant la semaine suivante, j'ai trouvé une routine. Je changeais les pansements de Pierre. Je gérais ses analgésiques. Et oui, je faisais des pancakes. Je voyais rarement Julien. Il était toujours dans son bureau, entouré d'hommes en costume, parlant à voix basse et en colère. J'ai appris que la guerre s'intensifiait. Rossi incendiait des entreprises des fourniers dans toute la ville. Un après-midi pluvieux, j'étais dans la bibliothèque cherchant un livre pour Pierre. Je pensais être seul. J'ai trouvé Julien assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte. Il tenait un verre de whisky d'une main et un cadre photo de l'autre. Il ne regardait pas la photo. Il fixait le vide. Je me suis retourné pour partir, mais le plancher a craqué. Julien n'a pas sursauté. Il a juste tourné la tête. « Restez !» Je me suis approché. Je cherchais juste l'île au trésor. « 3e étagère à gauche », a-t-il dit automatiquement. J'ai récupéré le livre, mais je ne suis pas parti. « Vous devriez changer votre pansement. Vous marchiez raidement au dîner hier soir. »« Je vais bien », a-t-il grogné. « Vous êtes têtu », ai-je rétorqué. « Laissez-moi voir. » Julien a soupiré et a posé le whisky. Il a déboutonné sa chemise. J'ai essayé de garder mon comportement professionnel, mais la vue de son torse si ciselé, cicatrisé et tatoué m'a coupé le souffle. J'ai décollé la gaze sur son flanc. Ça cicatrise bien, mais vous avez besoin de dormir plus.
Le sommeil est un luxe que je ne peux pas me permettre, a dit Julien, observant mon visage pendant que je travaillais. Rossi est de plus en plus audacieux. Il a attaqué une cargaison dans la banlieue de Rouen hier soir. Il semble connaître mes mouvements avant que je ne les fasse. Vous avez une taupe, ai-je dit, appliquant du ruban adhésif frais. Je sais, les yeux de Julien se sont assombris, et je le trouverai, et je lui couperai la langue. Il a regardé la photo qu'il tenait. J'ai jeté un coup d'œil. C'était une belle femme, riant, tenant d'un bébé Pierre. Sa mère? Ai-je demandé doucement. Isabelle, a dit Julien, sa voix lourde d'un vieux chagrin. Elle est morte il y a 3 ans. Bombe dans une voiture. Elle m'était destinée. Je suis tellement désolé, ai-je chuchoté. C'est pourquoi je suis dur avec Pierre, a dit Julien, levant les yeux vers moi. C'est pourquoi je l'enferme. Je ne peux pas le perdre, Sophie. Si je le perds, il ne restera rien de moi, que le monstre. Pendant une seconde, la distance entre nous a disparu. Ma main était toujours posée sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Je pouvais le sentir battre, fort, régulier. Il m'a regardé, son regard tombant sur mes lèvres. L'air dans la bibliothèque est devenu lourd, chargé d'une attraction magnétique qui nous terrifiait tous les deux. Puis la porte a éclaté. C'était Marc. Il avait l'air pâle. « Patron, nous avons trouvé quelque chose. » Julien a boutonné sa chemise instantanément. Le moment s'est brisé. « Quoi? » Marc a jeté un coup d'œil à Sophie, puis à Julien. « C'est à propos de la fuite. Nous avons retracé l'appel que Pierre a fait de l'entrepôt. Nous savons qu'il a appelé le diner, a dit Julien impatiemment. Non, patron, a dit Marc s'avançant. Nous avons retracé les autres appels faits depuis ce téléphone de l'entrepôt les jours précédents. L'un d'eux était vers un numéro à Marseille. Marc a sorti un morceau de papier. C'était vers un téléphone prépayé enregistré au nom d'un certain Maurice Mercier. Je me suis figé, le sang s'est retiré de mon visage. Mon père, ai-je bégayé. Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. C'est un ivrogne. Le visage de Julien a changé. La vulnérabilité a disparu. Le monstre est revenu. Il s'est levé, marchant vers moi. Maurice Mercier, a dit Julien, sa voix tombant à zéro absolu. Maurice Mercier était le chauffeur du frère d'Antoine Rossi. Le chauffeur qui a posé la bombe qui a tué ma femme. J'ai haleté, reculant. Non, je ne savais pas. Je le jure. Vous ne saviez pas, pas? Julien a ri, un son cruel et terrifiant. Votre père travaille pour l'homme qui essaye de tuer mon fils. Et par coïncidence, mon fils vous appelle. Et vous vous trouvez là pour le sauver, pour infiltrer ma maison. Ce n'était pas comme ça. Ai-je crié, les larmes aux yeux. Je ne savais pas qui vous étiez. Je travaillais, c'est tout. Marc, a dit Julien, sans quitter Sophie des yeux. Emmenez-la au sous-sol. Julien, s'il vous plaît, ai-je supplié alors que Marc m'attrapait des bras. J'ai sauvé Pierre, vérifié les dossiers, je n'ai rien à voir avec mon père. Nous vérifierons tout, a dit Julien me tournant le dos. Mais jusque-là, vous n'êtes pas une invitée. Vous êtes une suspecte. Alors que j'étais traîné hors de la bibliothèque, hurlant son nom, Julien a ramassé le verre de whisky et l'a jeté dans la cheminée. Les flammes ont rugi, consommant l'oxygène, tout comme l'obscurité le consumait. Il l'avait laissé entrer. Il lui avait fait confiance. Et maintenant, il allait la briser. Le sous-sol du domaine Fournier n'avait rien à voir avec les donjons humides et infestés de rats que j'avais vus dans les films. C'était pire. C'était cliniquement propre, carrelé de blanc et insonorisé. Une seule table en acier était au centre de la pièce, boulonnée au sol. J'étais assis sur une chaise en métal, mes mains tremblant sur mes genoux. Je n'étais pas attaché. Julien n'avait pas besoin de cordes pour maintenir les gens en place. Sa présence suffisait, mais la porte était verrouillée et Marc montait la garde à l'extérieur comme une sentinelle de pierre. Cela faisait 1 heure. 1 heure de silence. 1 heure à rejouer le moment où les yeux de Julien étaient passés de la chaleur à la haine glaciale.
La lourde porte en acier s'est ouverte avec un sifflement. Julien est entré. Il avait retiré sa veste. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras noueux de muscles et d'encre. Il tenait un épais dossier dans une main et une tablette dans l'autre. Il ne m'a pas regardé, il a posé les objets sur la table et a tiré la chaise en face de moi, a été la retournant pour l'enfourcher. J'ai enquêté sur votre père, Sophie, a commencé Julien, sa voix terrifiante de calme. Maurice Mercier, joueur, ivrogne, et depuis 6 mois, informateur rémunéré pour la famille Rossi. Je vous l'ai dit, ai-je dit, ma voix craquant mais stable. Je ne lui ai pas parlé depuis 5 ans. Il nous a quittés quand ma mère est tombée malade. Il a volé ses économies et a disparu. Commode, a dit Julien froidement. Parce que 3 jours avant l'enlèvement de Pierre, Maurice Mercier a reçu un paiement de 50 000 €. Et 2 jours plus tard, un appel avait été passé depuis son téléphone vers un prépayé. Ce téléphone prépayé a été localisé près du Nuit Blanche. J'ai senti la pièce tourner. C'est impossible. Je ne lui ai pas parlé. Non, Julien s'est penché en avant, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir les reflets dorés dans ses yeux sombres, brûlants d'une rage contenue. Le timing est trop parfait, Sophie. Vous êtes la parfaite taupe. Visage innocent, formation d'infirmière. Une triste histoire de mère mourante pour jouer sur mes sentiments. Vous m'avez dupé. Il a claqué sa main sur la table, me faisant sursauter. Dites-moi la vérité. A-t-il rugi, son contrôle ayant finalement craqué? Où Rossi va-t-il frapper ensuite? Vient-il ici? Pierre est-il en sécurité? Je ne sais pas, ai-je crié en retour, les larmes coulant sur mon visage. Je ne sais rien d'Antoine. Je ne suis qu'une serveuse. J'ai sauvé votre fils parce qu'il se vidait de son sang, espèce d'idiot. Julien m'a regardé fixement, respirant lourdement. Il a tendu la main vers moi, sa main s'enroulant autour de ma gorge, non pas pour m'étrangler, mais pour me tenir, pour épingler mon regard au sien. Son pouce a effleuré mon pouls. Il battait à toute vitesse. Poule 140, a-t-il murmuré, pupille dilatée. Vous êtes terrifié parce que vous me menacez de mort. Oh non! Julien a secoué lentement la tête. Les menteurs sont généralement plus calmes. Il répète, vous êtes un désastre. Il m'a brusquement lâché et s'est levé, arpentant la petite pièce. Il ressemblait à un tigre en cage. Il voulait me haïr. Ce serait plus facile s'il me haïssait. Mais chaque instinct qu'il avait, des instincts qu'il avait gardés en vie pendant 30 ans, criait que je disais la vérité. Soudain, la porte s'est rouverte. C'était Marc. « Patron, nous avons l'audio », a dit Marc, tendant une clé USB à Julien. Nos gars ont mis sur écoute la ligne principale de Rossi. Il a passé un appel à Maurice Mercier il y a 10 minutes. Julien a arraché la clé USB et l'a branchée dans la tablette sur la table. Il a appuyé sur lecture. L'audio était granuleux, mais les voix étaient distinctes. « Où est ma fille, espèce de fils de... » C'était la voix de Maurice Mercier, pâteuse et désespérée. Tu avais dit qu'elle ne serait pas blessée. Tu avais dit que tu voulais juste effrayer Fournier. Puis une voix douce et mielleuse. Antoine Rossi. Votre fille est morte, Maurice. Ou elle le sera bientôt. Fournier là, il pense probablement qu'elle est la taupe. Il la torturera pendant des jours. Vous auriez dû y penser avant de la vendre pour une bouteille de scotch. Je veux mon argent, a crié Maurice. Vous aurez une balle. Rossi a ri. Au revoir, Maurice. L'enregistrement s'est terminé par un clic. Le silence a rempli la pièce blanche. Un silence lourd, étouffant. J'avais les mains sur la bouche. Un sanglot s'est coincé dans ma gorge. Mon père n'avait pas seulement travaillé pour eux. Il m'avait vendu comme dommage collatéral. Il m'avait mis en place pour être tué par Julien. Julien était figé. La rage s'est retirée de lui, remplacée par une froide réalisation. Il avait presque exécuté la seule personne qui avait jamais risqué sa vie pour son fils sans rien demander. Il m'a regardé. J'étais brisé, recroquevillé sur moi-même, tremblante.
Sophie, a-t-il chuchoté. Laissez-moi tranquille, ai-je étouffé. Laissez-moi partir. Je veux rentrer chez moi. Julien n'est pas parti. Il a contourné la table. Il s'est agenouillé à côté de ma chaise, se mettant plus bas que moi, une posture soumise pour un roi. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, a-t-il dit doucement. Rossi pense que vous êtes morte ou une traîtresse. Si vous quittez cette maison, il vous traquera pour finir le travail. Je m'en fiche, ai-je pleuré. Je préfère mourir dehors que d'être ici avec vous. Les mots ont frappé Julien comme un coup physique. Il a tendu la main, hésitant, puis a posé sa grande main chaude sur la mienne qui tremblait. « Je suis désolé, a-t-il dit. Les mots avaient le goût de cendre. Julien Fournier ne s'excusait pas, mais pour moi, il le ferait. J'ai eu tort. Ma peur pour Pierre m'a aveuglé. J'ai levé les yeux, mes yeux rougis. Vous avez failli me tuer. Je sais, a dit Julien intensément, et je passerai le reste de ma vie à me racheter. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me fassiez confiance une fois de plus. Rossi pense que vous êtes ma faiblesse. Nous allons lui prouver le contraire. Il s'est levé et m'a tiré sur mes pieds. La proximité était électrique. L'adrénaline, la peur, le soulagement, tout s'est écrasé ensemble. Julien a regardé mes lèvres. Il voulait m'embrasser. Il voulait me consommer. Mais il n'avait pas encore gagné cela. « Venez, a-t-il dit, sa voix rauque. Vous devez être avec Pierre. Ce soir, nous mettons fin à cela. »« Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, essuyant mon visage. « Rossi a trahi votre père. Cela signifie qu'il pense avoir gagné. » Les yeux de Julien se sont durcis en diamant noir. « Il viendra pour le domaine ce soir. Il pense que je suis distrait, torturant une espionne. Il pense que les portes sont faibles. » Julien a sorti une arme de sa ceinture et a vérifié la chambre. Il vient pour un massacre. La tempête dehors s'est intensifiée, le tonnerre faisant vibrer les carreaux des fenêtres et masquant le son de l'ennemi qui approchait. Dans la chambre de Pierre, j'étais assise sur un rocking chair, un petit pistolet argenté lourd sur mes genoux. Julien me l'avait donné avec une instruction simple. Pointer et tirer. Ne pas hésiter. Pierre dormait, serrant son ours en peluche, ignorant que 50 des hommes les plus dangereux de Marseille entouraient le domaine. À 2 heures du matin, les lumières se sont éteintes. Les générateurs de secours sont démarrés instantanément, baignant les couloirs d'une faible lueur rouge sang. Puis l'explosion est venue. Les portails d'entrée ont été soufflés de leurs gonds et la nuit a éclaté en coupes de feu. En bas, Julien Fournier était un tourbillon de violence. Il tenait le hall avec Marc et une douzaine de gardes, tirant avec son fusil d'assaut avec une précision mécanique, mais la radio crépitait de mauvaises nouvelles. « Patron, ils pénètrent une l'aile ouest. Ils ont utilisé des charges thermiques sur la porte de la cuisine. » L'aile ouest menait directement aux escaliers de service et à la chambre de Pierre. « Tenez la ligne ici !» a rugi Julien, abandonnant sa position. Il a sprinté dans le grand escalier, montant les marches 3 par 3. Il devait arriver jusqu'à Sophie. En haut, j'ai entendu les lourdes prises humides de bottes dans le couloir. J'ai poussé Pierre derrière la rangée de manteaux d'hiver dans le dressing. « Ne fais pas un bruit », ai-je chuchoté urgemment. « Compte jusqu'à 1000 dans ta tête. » J'ai fermé la porte du placard et me suis tenu au centre de la pièce, levant le pistolet tremblant. La poignée de la porte de la chambre de Pierre a tourné, puis la serrure a été soufflée par un coup de fusil. Antoine Rossi est entré. Il était trempé, une mitraillette dans une main, un tatouage de serpent remontant son cou. « Eh bien, ricanait Rossi, enjambant les débris. L'infirmière. Maurice disait que tu étais jolie. » Il a balayé la pièce du regard. « Où est-ce le garçon? »« Allez en enfer, ai-je dit. » J'ai tiré. La balle a manqué sa cible, brisant un vase. Rossi a ri, se jetant sur moi. Il m'a frappé au visage d'un revers, la force m'envoyant m'écraser contre le mur. Le pistolet a glissé sur le sol. Il m'a attrapé par les cheveux, me tirant.
Dis-moi et je ferai vite, a-t-il sifflé, pressant son arme contre ma tempe. Antoine. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, la poitrine haletante, du sang coulant d'une coupure sur son front. Son fusil était braqué directement sur la tête de Rossi. « Lâche-la !» a grogné Julien, sa voix vibrant d'une intention meurtrière. « Lâche ton arme, Fournier !» a crié Rossi, m'utilisant comme bouclier humain. « Lâche-la ou je peins les murs avec ses cervelles. » Les yeux de Julien se sont posés sur moi. Je saignais, terrifié, mais mes yeux contenaient une confiance absolue. « Faites-le » ai-je chuchoté. Julien a lentement posé le fusil sur le sol et l'a écarté d'un coup de pied. « Bien » a souri aussi, déplaçant légèrement son objectif vers Julien. « Maintenant, agenouille-toi. Je veux voir le grand Julien Fournier supplier. » Julien s'est agenouillé. Il avait l'air vaincu, mais j'ai vu sa main dériver à quelques centimètres de sa cheville. Cette fraction de seconde, c'est tout ce dont j'ai eu besoin. J'ai piétiné le coupe de pied de Rossi avec mon talon et j'ai jeté ma tête en arrière, écrasant mon crâne contre son nez. Rossi a hurlé, sa prise se relâchant. Bang! Julien n'a pas manqué son coup. Il a sorti le pistolet de secours de son étui de cheville en un mouvement fluide. La balle a frappé Rossi en plein entre les yeux. Le scélérat s'est effondré au sol. Mort. Julien était sur ses pieds instantanément, se précipitant vers moi. Il m'a attrapé le visage, essuyant le sang de ma lèvre. « Sophie » a-t-il respiré. « Es-tu blessée? » J'ai secoué la tête, l'adrénaline s'estompant dans le choc. « Pierre, le placard. » Julien a arraché la porte du placard. Pierre était assis là, les mains sur les oreilles. « Papa » a crié Pierre, se jetant dans les bras de Julien. Julien a soulevé son fils, me tirant dans l'étreinte. Nous nous sommes effondrés sur le sol, un enchevêtrement de membres et de soulagement, entourés des débris de la guerre. La voix de Marc crépitait à la radio à la ceinture de Julien. « Patron, Rossi est à terre, les hostiles se rendent. C'est fini. » Julien a fermé les yeux, enfouissant son visage dans mon cou. « C'est fini » a-t-il chuchoté. Le soleil du matin s'est levé à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'orange violent et de rose doux. La tempête était enfin passée, laissant l'air vif et propre. Le domaine Fournier était en ruine. Des fenêtres étaient brisées. La pelouse était labourée par les pneus et les rubans de la police privée bouclaient les portails principaux. Mais la forteresse tenait toujours. J'étais assise sur la terrasse en pierre surplombant l'océan, enveloppé dans une épaisse couverture de laine. Mes mains s'étincelleraient autour d'une tasse de thé fumante, la chaleur s'infiltrant dans mes doigts froids. Ma joue était meurtrie de couleur violette à cause du revers de Rossi, mais je me sentais étrangement vive, vivante. J'ai entendu des pas derrière moi, lourds, délibérés. Julien. Il s'était douché et avait mis un costume neuf, bien que l'ombre de la barbe sur sa mâchoire le rende dangereux, robuste. Il s'est approché de la balustrade, fixant l'eau grise et agitée. « La police a été gérée », a-t-il dit doucement, sa voix rauque de fumée et de cris. L'histoire officielle est une intrusion. Les hommes de Rossi sont partis, et Maurice Mercier a été localisé dans un motel près de Rouen. Il est en détention. J'ai resserré ma prise sur la tasse, mes phalanges devenant blanches. Que va-t-il lui arriver? Julien s'est tourné pour me regarder, ses yeux sombres, illisibles. C'est à vous de décider. Je peux le faire disparaître définitivement, ou je peux lui donner un billet pour l'Alaska et un avertissement. S'il prononce votre nom à nouveau, il meurt. Votre choix. J'ai regardé l'océan. J'ai pensé à mon père, la trahison, les années de négligence, la façon dont il avait vendu ma vie pour une dette de jeu. J'ai ressenti un étrange vide là où la colère se trouvait auparavant. J'en avais fini de porter ce poids. L'Alaska, ai-je dit doucement, je ne veux pas de sa mort sur ma conscience. Je ne veux juste plus jamais le revoir. Fait, a dit Julien. Il a tapoté un message sur son téléphone, scellant le destin de mon père. Il s'est rapproché,
appuyant sa hanche contre la balustrade de pierre. L'air entre nous crépitait d'électricité, lourd des choses que nous n'avions pas dites. Et maintenant, nous discutons de vous. Mon cœur a coulé. Je connaissais ce ton. C'était le renvoi. J'ai fait mes valises et je dis, forçant un sourire courageux. Pierre est stable. Vous avez le docteur Duval maintenant. Vous n'avez plus besoin d'une serveuse. Vous avez raison, a dit Julien, son visage un masque de pierre. Je n'ai pas besoin d'une serveuse. Il a plongé sa main dans sa poche de veste et a sorti une épaisse enveloppe. Il l'a placée sur la table entre nous. Ceci est un chèque de 5 millions d'euros. C'est suffisant pour payer vos dettes, terminer vos études d'infirmière et acheter une maison n'importe où dans le monde. Vous êtes libre, Sophie. Vous pouvez laisser l'obscurité derrière vous. J'ai regardé l'enveloppe. C'était la liberté. C'était la sécurité. C'était tout ce pourquoi j'avais prié pendant ces longs quarts épuisants aux nuits blanches. J'ai tendu la main vers elle. Julien m'a regardé, son corps tendu. Il ne supplierait pas. Il était un roi, et les rois ne suppliaient pas. Mais ses mains étaient serrées en poing sur ses flancs, trahissant son désespoir. Mes doigts sont effleurés le papier. Puis je me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers Julien. J'ai vu au-delà de la façade impitoyable. J'ai vu la solitude dans ses yeux, la douleur ancienne et profonde d'un homme qui avait le monde à ses pieds, mais personne pour se tenir à ses côtés. J'ai pensé à Pierre demandant des pancakes. J'ai pensé à la façon dont Julien m'avait regardé dans le sous-sol, la façon dont il s'était jeté dans les tirs pour me rejoindre. J'ai retiré ma main. Je ne peux pas le prendre. Et je dis, Julien a cligné des yeux, la confusion fissurant son calme. Ce n'est pas suffisant. Je peux doubler la somme. Ce n'est pas une question d'argent, Julien. Je me suis levé, laissant la couverture tomber. Je me suis dirigé vers lui, me tenant nez à nez avec l'homme le plus dangereux de Marseille. Vous avez dit que vous n'avez pas besoin d'une serveuse, mais avez-vous besoin de moi? Le masque de Julien s'est brisé. Il a laissé échapper un souffle rauque, tendant la main pour me prendre le visage. Son pouce a tracé la contusion sur ma joue avec tendresse. « Sophie, a-t-il râlé, je suis un homme mauvais. J'ai du sang sur les mains. Cette vie, c'est une cage. Pourquoi voudriez-vous rester dans la cage? » Parce que, ai-je chuchoté, me dressant sur la pointe des pieds, c'est une cage dorée et la clé est à l'intérieur. J'ai posé ma main sur son cœur, le sentant battre contre ses côtes. En plus, quelqu'un doit s'assurer que vous ne vous videz pas de votre sang la prochaine fois que vous décidez de jouer les héros. Julien n'a pas parlé, il ne pouvait pas. Il a fait la seule chose qu'il pouvait faire, il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser doux, c'était une prise de possession. C'était féroce, passionné et désespéré. Il m'a embrassé comme si j'étais l'oxygène dont il avait besoin pour respirer. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, le tirant plus près, fondant dans sa chaleur. Pour la première fois depuis des années, le parrain impitoyable ne pensait pas au territoire ou à la guerre. Il pensait à l'avenir. « Papa, Sophie, nous nous sommes séparés à bout de souffle. » Pierre se tenait aux portes vitrées, tenant son ours en peluche, un large sourire sur son visage. « Vous vous embrassez ?» a-t-il ricané. Julien a regardé son fils puis moi. Un sourire sincère qui atteignait ses yeux et transformait son visage. « Oui, Pierre, a dit Julien, passant un bras protecteur autour de ma taille et me serrant contre lui. Nous le faisons. »« Ça veut dire que Sophie reste ?» a demandé Pierre, les yeux pleins d'espoir. Julien m'a regardé. Pour toujours, j'ai souri, posant ma tête sur l'épaule de Julien. J'ai regardé le chèque toujours posé sur la table, puis l'océan. Je n'avais pas besoin de l'argent. J'avais quelque chose qui valait bien plus. J'avais une famille. Et Dieu aide quiconque tenterait de les toucher maintenant. Et c'est comme ça que Sophie Mercier est passée de servir du café dans un dîner solitaire à diriger le monde souterrain de Marseille aux côtés du seul homme capable d'égaler son feu. Elle pensait sauver un garçon, mais à la fin, elle les a tous sauvés à sa manière. Julien Fournier a trouvé son cœur. Pierre a trouvé une mère.
et Sophie a trouvé un amour pour lequel se battre. Dans un monde d'obscurité, ils sont devenus la lumière l'un de l'autre. Mais est-ce que c'est la fin de l'histoire ou juste le début d'un autre combat? Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en restant. Est-ce que j'aurais dû prendre l'argent et fuir, chercher une vie plus simple, plus sûre? Les nuits sont encore longues ici. Le silence du domaine peut être pesant. Mais ensuite, je vois Pierre rire, je sens la main de Julien sur la mienne, et je me dis que le destin, ça se construit aussi, pas seulement ça se subit. Qu'auriez-vous fait à ma place?